Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à votre émission Écopole, diffusée chaque jeudi aux environs de 22h10 et la rediffusion, cette fois-ci c'est le vendredi, mais à 8h30 avant l'émission Canal Presse. Merci à tous les internautes qui nous suivent depuis les États-Unis, la France, la Belgique, le Canada, dans le Congo profond, à Brazzaville en face. Nous vous disons merci pour la confiance. Nous sommes bel et bien ce soir pour votre émission Écopole, où vous avez l'habitude de suivre et où je reçois souvent beaucoup d'appels ainsi que des messages. Ce soir, je reçois M. Armand Moukoulou. C'est une personnalité politique, il est communicateur au niveau de l'Union Sacrée. Avec M. Armand Moukoulou, nous allons devoir parler de l'actualité ici en République démocratique du Congo. Armand, bonsoir. Comment vous allez? Bonsoir, M. Mario. Un plaisir de vous avoir sur mon plateau. Bien que c'est pour une première, vraiment. C'est un réel plaisir pour moi d'abord. Parce qu'à plusieurs reprises, j'ai été invité pour répondre faute de temps, je crois. À cette émission, mais faute de temps, des fois on est dans beaucoup de choses. Vraiment. On est en train de fuyer, de bousculer la vie, bon, voilà. Mais je suis très content de me retrouver ici sur ces beaux plateaux. Je crois que nous allons brosser vraiment l'actualité de notre pays. On va réfléchir comme il faut. Je vous ai annoncé tantôt comme étant communicateur au sein de l'Union Sacrée. Vous êtes congolais, bien entendu. La République est agressée, voilà déjà des années. Donc, plus de 20 ans maintenant que nous avons la guerre au niveau de l'Est. Mais cette fois-ci, les Congolais se sont rendus compte que le président Félix veut vraiment en finir pour apporter la paix dans cette partie de la République où vous avez des Congolais qui sont en train de mourir, qui sont morts et qui continuent à mourir, des femmes violées. Cette situation doit cesser. D'entrée de jeu, est-ce que la politique appliquée maintenant par le président Félix concernant la guerre de l'Est, comment vous la jugez? Il faudrait d'abord rappeler ici que cette problématique de l'Est de notre pays ne date pas d'aujourd'hui. Depuis une belle lurette, il y a plusieurs décennies que la partie Est de notre pays vit cette situation. Et donc, nous allons remonter vers 1960. Vous allez remarquer avec moi que malgré tous les efforts qui ont été fournis à ce moment-là, ça n'a pas abouti à une solution durable. Après Musée Laurent Désiré Kabila. Non, mais je m'excuse, de 60, il y a quand même eu accalmie, parce qu'avec le président Mobutu, dans les années 65, il y avait quand même une vie à l'Est. Nous avons eu des brassages des populations qui venaient. Donc la situation n'était pas juste après l'arrivée de M. Kabila. Kabila le père, je voulais dire. C'est ce que je suis en train de dire. Vous allez voir cette période comprise entre 1960 et l'arrivée des Musée Laurent Désiré Kabila. Il y a eu des turbulences, c'est vrai, mais il y a eu aussi quand même une sorte de maîtrise au niveau de la situation. Donc la situation a été quand même apaisée parce qu'il y a Mobutu, nous pouvons tout dire de lui, mais dans le domaine sécuritaire, c'est quelqu'un qui était vraiment... Il avait une vision. Il avait une vision très claire, il était assis, il savait comment fréquenter d'autres cieux, il savait comment fouiller, comment faire des lobbying. Pour imposer la diplomatie zaïroise de l'époque. Exactement. Et donc sur ce plan-là, Mobutu a quand même réussi à calmer le jeu, mais la plaie continue toujours à aller dans le fin fond. Parce que lorsque nous sommes vers les années 1996, à l'arrivée des Musées Laurent Désiré Kabila, avec tout ce qui a été ici dans notre pays, comme l'arrivée de la FNEL, brassage, mixage, etc., il y a eu même intégration d'autres forces qui étaient considérées jadis comme des forces négatives, mais qui ont recouvert leur liberté, qui ont intégré l'armée, qui sont adhérés dans les institutions. Dans l'armée aussi. C'était au nom de la paix, si nous pouvons dire comme ça. C'est des gens qui l'ont pratiquement vécu ici, qui ne connaissaient pas la culture. Donc bref, beaucoup d'étrangers, il faut qu'on se le dise. Ces rébellions à la fois, Musée était obligé à ce moment-là de réunir tout le monde, de chercher la paix. Mais il faut maintenant fouiller dans les fonds. Est-ce que les accords qui ont été signés ont été respectés, entre guillemets? Parce qu'aujourd'hui, Paul Kagame, avec le Rwanda, donc Kagame, son Rwanda, dit Kagame continue, persiste sur les accords qui ont été signés. Et il a toujours dit que ces accords-là ne datent pas d'aujourd'hui. Bon, on doit maintenant se poser la question, est-ce qu'à l'arrivée des musées, cet accalmie-là
Est-ce qu'il y avait un vent qui a amené peut-être des histoires qui ont dérangé la paix ou soit la quiétude dans la partie est de notre pays? Infiltration, mixage, ainsi de suite. On nous a fait croire que c'était au nom de la paix. Bon, on peut accepter, on peut dire que c'était des stratégies pour maintenir la paix. On passe. On vient avec Joseph Kabila Kabange. Il entre au pouvoir, comme nous le savons, à travers des consensus. Après la mort de son père, le feu Mosé Laurent Désiré Kabila, Joseph le fils entre au pouvoir vers 2001. Il vient. Et puis après, la situation persistait toujours. Bien sûr. Il y avait toujours des groupes de groupes rebelles, il y avait des groupes armés, il y avait des mutineries par-ci, par-là, puis plus ou moins 123 groupes armés qui œuvraient dans la partie est de notre pays. Allez, depuis l'époque de Joseph Kabila. Kabila vient à travers des accords, des pourparlers, des consensus, des conciliabules, et tout cela, on nous a aussi fait croire à l'époque que c'était au nom de la paix. Il faut dire, pendant ce temps, tous les gens mouraient toujours à l'Est. Les gens continuent à mourir. Continuent à mourir, des déplacés de guerre, des femmes violées, malgré les accords de paix. Les accords, les arrangements de paix, par-ci, par-là, ça n'a pas abouti à une solution durable. Très bien. Durable, comme je l'ai dit tantôt ici. Très bien. Même avec ce que Mobutu avait fait, même avec ce que Mouzé avait fait. Alors, ces accords-là qui ont été signés à l'époque de Joseph Kabila, dégage maintenant des effets dormeurs, comme nous disons dans la communication politique. Des accords qui ont été signés à cette époque-là, qui aujourd'hui nous amènent dans une situation chaotique. Donc des accords mal ficelés. Mal ficelés, mais aussi qui n'avaient pas de bonnes finalités. Oui, parce que lorsque vous allez sur un terrain de négociation dans la diplomatie, il faut veiller sur les clauses de ces accords. Il faut veiller sur ça. Parce que moindre distraction, la partie adverse reviendra sur ces accords-là. Bien sûr. Reviendra sur le non-respect de ces accords-là. Il y a des phrases clés, il y a des phrases où tout est piégé. Exactement. Alors, à ce moment-là, vous allez comprendre que on pensait que c'était au nom de la paix, mais moi je peux vous dire que c'était une paix utopique. Parce qu'aujourd'hui, la situation continue. Ça s'aggrave, ça s'accentue, ça s'intensifie de plus en plus. Vous voyez ce qui se passe là. Tous les jours ici, nous comptons des morts. Et donc, vous remarquerez avec moi que sur base de tous ces accords-là, aujourd'hui, le président Tshisekedi est en train de subir les conséquences des effets des accords qui ont été signés. Plusieurs années. Depuis plusieurs années, depuis l'époque de Mobutu et jusque même vers Joseph Kabila Kabange. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans une diplomatie multidimensionnelle. Multidimensionnelle pourquoi? Il faut aller vers les autres. Connaître réellement le fond, les nœuds du problème. Et c'est ce que le chef de l'État est en train de faire. Il est dans une diplomatie multidimensionnelle, d'une part. D'autre part, nous sommes dans des stratégies militaires. Il a son deuxième mandat. Je crois que le premier mandat, c'était plus des voyages, la diplomatie, des contacts. Est-ce que vous pensez que les voyages qu'il a eu à faire à l'étranger, sur le plan diplomatique, je parle, ont quand même apporté du positif? Ça a apporté des bons résultats, escomptés d'ailleurs, à dater de ces jours. Parce que lorsque vous voyez par exemple les groupes d'experts de l'ONU descendent ici sur terrain pour mener des enquêtes, après les enquêtes, il y a un rapport qui a été établi, qui a été présenté au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, où les résolutions de ces rapports disaient clairement que c'est le Rwanda qui est derrière toute l'agression de l'Est de notre pays. Ce semblant de rébellion là. Il faisait semblant qu'on soit ainsi de suite. Et donc vous allez voir, vous allez comprendre que la diplomatie du président de la République a amené quelque chose. Aujourd'hui, par exemple, à travers cette même diplomatie, vous avez appris avec moi ici, par les antennes des médias internationaux, je cite France 24, que le Conseil de sécurité des Nations Unies venait d'intimer l'ordre, même des sanctions à l'endroit des auteurs de ces mouvements du M23, notamment le porte-parole du M23, Willy Ngoma. Est-ce que c'est pas de l'hypocrisie, parce que nous savons que pendant aussi des années, par moments, ils ont fait semblant, même à l'époque de Kabila, de dire au Rwanda de se retirer, de dire au Rwanda, mais dans le fond, ces Européens-là continuent, et les Américains, bien sûr, la communauté internationale, dans sa diversité, continue de piller
de tuer en se cachant derrière le Rwanda. Est-ce que les Congolais peuvent encore espérer avec les Nations Unies? Oui, de l'hypocrisie, oui, ça existe. Parce qu'entre États, il n'y a que des intérêts. Il faut considérer la communauté internationale comme un monstre qui a plusieurs têtes. Et dans ce monstre, il y a plusieurs systèmes et des sous-systèmes qui dépendent tous de la communauté internationale. Donc des structures œuvrant au sein de la communauté internationale. Une vraie chimère. Voilà. Donc la communauté internationale travaille aussi sur ses propres intérêts. Bien sûr. Comment il faut peut-être alimenter les États membres, par exemple des Nations Unies, comment il faut peut-être améliorer les conditions de vie des Européens, comment il faut gagner des terrains de marché d'emploi, des marchés d'investissement en Afrique, en Asie, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des intérêts diplomatiques. Et il y a de la concurrence là-dedans. Lorsque vous voyez par exemple, à l'époque, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, le président honoraire, va vers le sud, mais des côtés l'ouest, nous voyons l'Europe, il va vers la Chine, il va vers l'Asie d'une manière générale. L'Inde, la Turquie. Et donc, il y avait de quoi se poser des questions, il y avait de quoi s'attendre à des fissures aussi sur le plan diplomatique. C'est pourquoi vous avez même vu à un moment donné, je vais donner cet exemple, le FMI ne fréquentait plus la République démocratique du Congo. Par exemple, beaucoup des institutions de Bretton Woods, telles que BAD, PNID, ainsi de suite, avaient manifesté une sorte de méfiance envers les gouvernements de la République démocratique du Congo. Okay. Pourquoi? Parce qu'il y avait une sorte de désaccord dans le fonctionnement sur le plan international. On voit un président qui gère un pays comme le Congo, un pays aussi au cœur de l'Afrique, au cœur de la stratégie géopolitique du monde, au cœur des bénéfices de l'Occident, va vers le sud, met des côtés, soit c'était déjà un problème. Et considère l'Ouest qui est l'Europe avec la communauté internationale d'une manière générale. Il y avait déjà des problèmes qui se créaient. À l'époque où le sénateur Abi Joseph Kabila avait initié, par exemple, la révision du code minier, avec les 7 patrons miniers, il y avait beaucoup de remous, il y avait des problèmes sérieux. C'était devenu des tirs à balles réelles comme ça sur le plan diplomatique. Et notre politique extérieure avait connu des problèmes très sérieux. Il fallait faire quoi? Il fallait commencer à réparer ces problèmes. Et c'est ce que le président de la République, son Excellence, Félix Tshisekedi, une fois arrivé au pouvoir, il a commencé par planter les décors sur le plan international. C'est là où vous avez fait allusion au voyage. Bien entendu. Dont les parce qu'il fallait montrer la position de la RDC. C'est très important. Il fallait vendre notre pays avec une nouvelle image. Il fallait remettre les pays, réorienter les pays dans les grands salons du monde. Parce que nous étions presque isolés. Ça, nous devons le dire. Très isolés. Très isolés. Il y a des circuits mondiaux où la RDC ne fréquente plus, où on ne voulait même plus de nous. Or, dans les domaines des relations internationales, les États fonctionnent sur base d'un certain nombre de conventions collectives. C'est ce qui fait de sorte que lorsqu'il y a des partenariats bilatéraux gagnant-gagnant, les autres peuvent amener leur offre. Vous aussi, vous donnez ce que vous pouvez donner aux autres. Et il y a les gains des causes qui se partagent. Je donne un exemple. Nous pouvons dire ici dans notre pays, nous avons par exemple un sous-sol riche, nous avons des minéraux, nous avons... il y en a beaucoup les minéraux. Nous avons toutes sortes de minéraux. Nous avons coltan, zinc, manganèse, cuivre, cobalt, ainsi de suite. Nous pouvons dire ça. Mais il faut maintenant se poser une question. Est-ce que sur le terrain du marché d'extraction ou soit d'industrialisation, est-ce que nous avons des matériaux capables pouvant transformer cette richesse-là? Je dirais non. Peut-être avec les chefs de l'État, ce qu'il dit, nous avons vu, nous sommes en train d'évoluer. Ouais. Mais à l'époque, il n'y en avait pas. Donc, il faut s'ouvrir vers les autres. Alors, le président Tshisekedi devrait d'abord aller sur ce chemin-là. Il appartient remettre d'abord l'ordre mondial. Faire voir à nos partenaires internationaux qu'aujourd'hui, la RDC, c'est un terrain où il y a l'ouverture. Donc, fréquentable. Il faut, vous pouvez venir, vous pouvez revenir, vous pouvez venir, nous pouvons négocier. Ce n'est plus comme c'était auparavant. C'est pourquoi vous avez vu les retours, par exemple, du FMI ici dans notre pays, ou avec Madame Georgira à l'époque, il a même félicité les accroissements nécessaires au niveau économique ici dans notre pays. À l'interne. Et donc, ça veut dire que tous ces voyages-là avaient son pesant d'or.
Donc il fallait le faire, il fallait d'abord le faire, remettre la RDC sur ce plan international-là, remettre notre pays dans une dimension haute. Il fallait aller parler de notre pays, il fallait réparer tous les saletés, parce que depuis lors, le Congo a été considéré comme un pays où règne la corruption, comme un pays où règne l'immoralité, les antivalets, surtout dans les domaines de finances publiques, etc., etc. Vous voyez, donc, le président de la République était sur ce chemin-là. Mais aussi, quand vous voyez par exemple aujourd'hui, tout le monde commence à en parler. De la RDC. De la RDC. Sur le plan mondial. Ça fait presque 10 ans, nous n'étions vraiment pas dans cette dimension-là. Monsieur Armand, je crois que le message est pratiquement passé. Là, nous avons pratiquement parlé du premier mandat du chef de l'État où il y a une forte diplomatie pour essayer d'apporter un visage assez rassurant chez nos partenaires. Nous sommes au deuxième mandat. Je peux dire, je le dis, j'ai compris que le chef de l'État a réussi sur le plan diplomatique à rebooster la République démocratique du Congo. Ça, c'est réel. Mais nous sommes dans cette deuxième phase où on veut pratiquement mettre fin à la guerre. Allons-nous toujours continuer avec les armes ou nous allons renégocier comme dans le passé encore? Continuer avec les armes, c'est aussi une option parce que la guerre est vaincue par la guerre. Même si on parle de la diplomatie, mais en amont, c'est d'abord la guerre. Bien sûr. Mais il y a des préalables ou des procédures constitutionnelles pour arriver à déclarer la guerre de manière physique sur le terrain avec des armes officielles, tout. Donc il faut passer, il faut réunir les congrès, donc il y a toute une procédure sur le plan constitutionnel, il y a des dispositions à respecter. Et donc nous ne sommes pas encore là. Donc les options sont encore sur la table. Exact, nous ne sommes pas encore là. Mais sur les plans diplomatiques, nous sommes aussi en guerre. Parce que lorsque Kagame veut par exemple dribbler la RDC en complicité avec l'Union européenne, avec ces partenariats que venait de signer l'Union européenne concernant les minéraux et consorts. Alors que le Rwanda n'a pratiquement rien. Or, le Rwanda n'a pratiquement rien en ce qui concerne par exemple les quotas, le coltan. Quand Kagame vient avec sa communication diplomatique, il dit non, les coltans du Rwanda est plus meilleur a des capacités, des densités plus meilleures, plus supérieures que les coltans de la RDC. Ça a dormi debout, ça. Avant, il voulait relater quoi? Donc ce sont des guerres aussi diplomatiques. Or tout le monde le sait, ça a été testé partout au monde entier dans des institutions aussi crédibles sur le plan international en ce qui concerne les ressources premières naturelles de l'Afrique, que le Congo a les coltans qui a une capacité dimensionnelle élevée sur le plan de l'Afrique. Parce qu'au monde, on ne peut pas en parler, il y a aussi des pays qui se tapent aussi des coltans de cette dimension. Alors, quand Kagame vient comme ça, vous comprenez que c'est déjà un affrontement des guerres diplomatiques. C'est pourquoi vous avez vu même Lutundo a recadré les choses, a même interpellé l'ambassadeur de l'Union, le représentant de l'Union européenne, pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe. Parce que nous le savons déjà, même au niveau de COP27 ici, l'RDC a été plébiscité comme le pays solution. Voilà. Mais nous voyons le domaine environnemental, vous allez traiter avec les Rwandais, dans les domaines des minéraux, vous allez traiter avec les Rwandais. Quelle hypocrisie. Pendant que nous savons que tous que les Rwandais, c'est ressources derrière le millier de morts des Congolais. Les Rwandais pillent nos minéraux. Il fait l'exploitation illicite derrière nos minéraux. Les Rwandais n'ont pas ça, mais ils viennent, ils coopèrent avec certains pays de la communauté internationale en complicité, qui ne voient que leurs intérêts pour venir piller, tuer, et puis récolter tout ce qu'ils peuvent récolter dans l'est de notre pays au détriment des politiques publiques mises en place par le président Tshisekedi pour relever l'économie de notre pays. Vous allez vous souvenir ici avec moi, on peut se rappeler une fois où le président Tshisekedi a tenu des propos aussi durs au niveau des lois là-bas, je pense, si je ne me trompe pas, ou à Likasi, où il a dit il faut quitter les Congolais et profiter de Congolais. Comment les investisseurs au Bandakoya, ils continuent à couper dans la misère. C'était pour dire que nous sommes ouverts. Le président Tshisekedi a planté des réformes même dans les domaines miniers, à travers les gouvernements Samalu Konde. Le président Tshisekedi
je dirais, des éminents réformes, des propositions supérieures à dimension internationale, où la communauté internationale, sinon des pays qui veulent profiter de nos minéraux, n'ont plus besoin de passer par le Rwanda ou par ricochet l'Ouganda. Ils peuvent passer par ici, par des voies officielles. Et puis on parle gagnant-gagnant. C'est là où j'affirme, je dis qu'il y a aussi la complicité de la communauté internationale. Mais nous ne sommes pas là. Nous sommes en train aussi de réformer notre armée. Aujourd'hui, avec le président Tshisekedi, il y a des formations à tout moment pour nos officiers. On dit que l'armée suréquipée. L'armée, c'est remet à la place. Après plusieurs infiltrations, ainsi comme vous le savez bien, on a quitté des moments où il fallait donner des agréments dans des groupes rebelles, dans des rébellions comme RCD Goma, comme M23, il fallait les intégrer dans l'armée loyaliste. On n'est plus là. Maintenant, on est dans une nouvelle page où il faut tout nettoyer avec le président Tshisekedi. Maintenant, le problème avec le Rwanda, c'est que le président Fachi ne veut pas aller dans les accords comme ça a été fait à l'époque. Le président Fachi dit clair à Kagame, même à la communauté internationale. Vous allez vous rappeler ici, dans un récent passé, où le président a été au mini-sommet d'Addis Abeba, à marge du sommet de l'Union africaine, avec le médiateur Joao Lorenzo. Le président de la République a bien dit, clair net, je ne peux pas négocier avec les M23. S'il faut négocier, le gouvernement congolais est tout à fait clair sur ces points. Il faut négocier avec les Rwandais. Parce que le vrai problème, c'est les Rwandais. On ne peut pas aller négocier avec des histoires montées, calquées, pour tromper la vigilance. Et le temps passe aussi. Parce qu'il sont déjà à son deuxième mandat. Là, il faut faire très attention. Nous sommes pratiquement... il a prêté serment, il est en train d'entamer son mandat, et les mêmes problèmes sont en train de ressurgir, et on se rend compte qu'apparemment ça risque encore de prendre du temps, si pas encore perturber encore. Je ne crois pas. La manière avec laquelle nous procédons, je crois, c'est pour assurer une paix durable. Il y a une différence entre une paix et une paix durable. C'est pourquoi le président de la République ne veut plus aller sur le chemin des accords inutiles, des accords bidons, qui pourront nous causer encore du tort à la longue. Vous voyez, quand le président Tshisekedi vous dit clairement comme ça, que avant d'arriver de parler paix, avant d'arriver sur ce point-là, nous devons d'abord déconstruire les mensonges, déconstruire les manipulations. Vous voyez, attaquer les mal. Il dit ça partout. Il a dit une fois comme ça à Paul Kagame à travers une conversation interconnectée, chez Joao Lorenzo, il a dit ça à Paul Kagame, soit il fait une paix totale, soit une guerre totale. C'est-à-dire, nous sommes prêts. Nous pouvons passer aujourd'hui à la guerre d'affrontement avec les Rwandais. Mais ça ne va pas nous épargner. Parce que ceux qui vont mourir là, il y aura des Congolais, il y aura des Rwandais. Nous n'avons pas un problème. Trop déjà qui sont nous n'avons pas un problème avec les Rwandais comme les populations. Nous avons un problème avec Kagame et son système politique mis en place détruire injustement l'Est de notre pays. Mais on n'a pas un problème avec les populations rwandaises. Nous allons pratiquement chuter avec ce problème de l'agression de la RDC, la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous pensez que maintenant nous sommes dans le bon avec la tournure que les événements sont en train de prendre avec la montée en puissance des RDC? Nous sommes dans les bons parce que lorsque les M23 arrivent vers Saké, il y a des gens qui ont dit des histoires. Nous avons vu même des opposants qui ont à ces moments-là prédit même la mort de Goma. Il y a eu des gens qui ont dit des histoires, qui ont prédit même la tombée déjà de la ville de Goma. Or, ça n'a pas été le cas. Les Wazalendo, en appui avec les FARDC, ils ont démontré suffisamment qu'il s'agit de cette complicité qui règne. Nous pouvons avoir un plan et puis après vous verrez, le plan a été peut-être fuité et c'est comme ça. Quand les M23 est arrivé à Saké, le FARDC avec les bravoures des Wazalendo ont bombardé tous les sites où étaient les éléments du M23 appuyés par les Rwandais. Ils ont reculé. Quand ils ont reculé, il y a même des éléments du M23 qui ont quitté les M23. Certains veulent même rejoindre. On déserté au fait ça. Certains ont dit non. Parce qu'il y avait quoi?
Vous voyez, par exemple, il y a des révélations parce que nous avons fouillé. Le M23 dit à ces éléments-là, à des gens qu'ils ont recrutés, non, si vous récupérez les Goma, ça sera votre récompense. Parce qu'on n'a plus à vous donner. Parce qu'ils sont en train de couper même à la famille. Bon. Ils n'ont plus de quoi donner, des moyens, tout. Ils ont dit, bon, si vous récupérez les Goma, c'est ça, ça sera votre récompense parce que vous aurez pillé tout ce que vous allez ramasser là, vous allez tout récupérer et on passera en tout cas à une destruction massive et vous allez tout récupérer. Oui. Alors, lorsqu'au niveau de notre armée, parce qu'aujourd'hui nous devons le reconnaître avec le président Tshisekedi, il y a vraiment il y a une amélioration, même dans les domaines de fonctionnement de notre service d'enseignement. Maintenant, on sait même dans le langage. Plutôt dans notre service de renseignement, j'allais dire, même dans le langage. Aujourd'hui, l'armée se constitue de plus en plus, se construit de plus en plus. L'armée prend de plus en plus de la maturité. Vous voyez? Et donc, à tout moment, il y a des mises en place. Donc, il y a de l'espoir. Donc, si vous voyez par exemple le budget qui a été alloué, les budgets alloués pour l'exercice budgétaire 2023-2024, le budget alloué pour l'armée seulement a quitté des 5 millions de dollars américains, plus ou moins 1 milliard de dollars. Avec Joseph Kabila pendant tout ce temps, je dirais comme ça, pendant 18 ans, nous avons laissé un budget, nous avons réussi à mettre en place un budget estimé à 5 millions de dollars pour l'armée, le secteur de la défense, sécurité. Mais avec le président Tshisekedi, un milliard déjà. Moins de 4 ans, nous avons 1 milliard. Avec ça, on connaît. Parce que FCC Cash, il y avait de l'eau à boire, il y avait vraiment des histoires là, il ne faut pas compter. Je crois que nous allons mettre fin pratiquement à enfin, pour l'instant provisoirement. Nous allons passer à autre chose. Armand Moukoulou est l'invité de votre émission de ce soir, Écopole, diffusée chaque jeudi aux environs de 22h10. La résistance est le vendredi, mais cette fois-ci c'est le matin, 8h30. Avec lui, nous sommes en train de parler de la République démocratique du Congo. Il est communicateur au sein de l'Union sacrée. Nous avons parlé de la guerre de l'Est, la vision, l'historique et puis les perspectives. Nous allons revenir ici pratiquement dans la capitale, dans les sièges des institutions, pour parler de l'actualité, la démission, entre guillemets, la démission de quelques personnalités politiques au sein du gouvernement. C'est tout à fait normal parce qu'il y a un autre gouvernement qui doit arriver bientôt. Nous avons, c'est là, le président Bahati qui a démissionné, qui est resté dans la logique de la loi de la République. Vous avez M. Bosso, vous avez quelques ministres, mais vous avez aussi quelques ministres qui ont fait volte-face, qui sont revenus après. D'abord, l'attitude du président du Sénat, par exemple, qui est resté droit dans ses bottes. Il faudrait ici féliciter le président du Sénat, l'estimé éminent professeur Modeste Bahati Lukwebo, qui a démontré à la face non seulement de la communauté nationale, mais aussi du monde entier, qu'il est respectueux de la loi, qu'il est quelqu'un de valeur. Dans lui, ce sont les valeurs qui se dégagent. Bahati est resté dans la loi, dans la légalité. Il l'a toujours été. Moi, je l'ai toujours dit, Bahati Lukwebo, c'est un modèle pour la jeunesse congolaise, surtout dans les domaines politiques. Si vous voyez son parcours depuis quand il était à la société civile. Au-delà des attaques qu'il subit par d'autres personnalités politiques aussi, enfin même quelques personnes, vous pensez que ça ne les déstabilise pas? Non, là c'est de la jalousie. Je vais m'expliquer. Depuis la société civile jusqu'à son entrée, son avènement dans la politique active, Bahati Lukwebo s'est toujours distingué comme quelqu'un de valeur. Vous n'allez jamais entendre nos Bahati a Ibaki, Bahati a détourné, voilà, on l'a jugé pour ça, parce qu'il a eu à détourner. Il n'est pas dans des dossiers sales. Il est dans la gestion orthodoxe. Partout où il passe, il laisse les empreintes. Je vais vous donner un exemple. Parce qu'on n'a pas assez du temps, mais je vais quand même vous donner un exemple. Lorsque Bahati arrive comme ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, la CNSS que vous voyez aujourd'hui est appréciée. Aujourd'hui, tout le monde envie la CNSS. Tout le monde préfère mettre son nez à la CNSS ou soit travailler à la CNSS ou gérer la CNSS. Mais il faut se rappeler à l'époque, avant l'arrivée des Bahati au ministère de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, on ne pouvait pas parler de la CNSS où il y avait des crapauds qui passaient par-ci, par-là, dans les bâtiments de la CNSS, archaïques même. Mais voilà. On parlait du bâtiment, en voilà. fait.
On parle même pas du travail au niveau de ce bâtiment. Dès que Bahati arrive, la CNSS a eu des réformes courageuses. La CNSS a tapé les corps. La CNSS, aujourd'hui, est considérée parmi les grandes institutions dans les domaines sociaux sur le plan du continent africain. C'est grâce à Bahati Lukwebo. Et aujourd'hui, tout le monde envie la CNSS. Nous allons à l'INPP. L'INPP, c'est aussi une œuvre de Bahati Lukwebo. Nous devons en parler. Parce que comment voulez-vous parler de quelqu'un sans pour autant faire allusion à ses œuvres? L'INPP aujourd'hui envier des matériels, des qualités dans l'INPP, des industries de taille dans l'INPP. L'administratif, le personnel, les agents et cadres vivent dans de meilleures conditions. De la même manière avec la CNSS. Il y a une amélioration. Aujourd'hui, quand vous êtes à la CNSS, ça donne quand même l'idée que devrait être la CNSS. Et c'est grâce à Bahati Lukwebo. Vous voyez, quand vous venez à l'ONEM, l'ONEM même que vous voyez là, l'ONEM c'est l'œuvre de Bahati Lukwebo. Aujourd'hui, l'ONEM participe conséquemment, participe aussi largement dans le domaine de l'emploi de jeunes, soit dans les domaines de recrutement, dans les domaines de placement pour les emplois de jeunes, surtout dans notre pays. Il fallait un organe, il fallait une structure comme l'ONEM. Lors de son mandat, a-t-il laissé des empreintes lors de son mandat au niveau du Sénat pendant ces 5 ans? Lorsque nous parlons par exemple de l'époque où Bahati Lukwebo fut le ministre de l'économie, les taux du dollar étaient stables. Vous vous en souviendrez. C'est aussi son temps. C'était aussi ça. Les œuvres de Bahati Lukwebo. Pourquoi ne pas en parler? À l'époque de Bahati Lukwebo, la cimenterie Silou était stable. On avait du ciment propre. Importation, exportation correcte, imporex. Un domaine où Bahati a amélioré même le PIB dans le domaine-là. L'entrée dans la caisse de l'État a fait des records historiques. Même la cimenterie Sina, c'était la même chose. Même la loi sur l'encadrement ou sinon sur le suivi ou le fonctionnement ou la protection des employeurs étrangers ici dans notre pays. C'est Bahati Lukwebo. Aujourd'hui, ça fait entrer beaucoup d'argent, quand même pas suffisant, mais signifiant dans la caisse de l'État. Vous pensez que son parcours est vraiment, pour vous, le parcours, il est pratiquement normal? Mais c'est quelqu'un à féliciter. Nous devons lui jeter des fleurs. Il a eu ces 5 ans, a-t-il laissé des empreintes? Quand il était questeur à l'Assemblée nationale, à la législature 2006. Une gestion orthodoxe. Au Sénat, vous l'avez vu. Je ne sais pas si vous avez des images. Ils ne sont pas nombreux. Nous avons aujourd'hui des politiciens dans notre pays qui ont l'habitude de vouloir se pérenniser dans les institutions du pays. Ce n'est pas le cas avec Bahati Lukwebo. Bahati s'inscrit comme un modèle. Il donne l'exemple. Il donne les goûts aux autres. De travailler dans la bonne gestion. Il a remis les clés de son charroi officiel au secrétaire général. Pour les véhicules de l'État, en fait. Les véhicules de l'État. Qu'il a utilisé pendant ses fonctions. Il a remis un bon uniforme. Toujours donc, un bon uniforme, bien protégé, bien gardé. Vous l'avez vu. Les jours où Bahati démissionne, il y a les syndicats, à travers un communiqué officiel, qui le félicitent, qui l'encouragent, qui demandent même à ce que la personne qui viendra le remplacer puisse s'inscrire dans la même philosophie de la bonne gouvernance. C'est très rare de voir un syndicat féliciter une autorité de la place qui était là et qui est en train de partir. Ça veut dire tout simplement que ces gens-là s'inscrivent dans une logique de dire Bahati a beaucoup fait pour le Sénat. Et ils s'interrogent s'ils auront encore quelqu'un comme Bahati Lukwebo. Parce qu'il faudrait rappeler ici que le président Bahati Lukwebo a majoré même, a quadruplé même les barèmes salariales des administratifs, des agents et cadres du Sénat. Ce qui n'a pas été fait à l'Assemblée nationale, on doit le dire. Le président Bahati Lukwebo a quadruplé. Si je peux quand même faire une petite... Allez-y rapidement. Je peux faire même une petite explication ici. On dit ici, ce sont là, on dit, ça ce sont des documents authentiques, hein, ce ne sont pas des histoires ramassées comme le font
Je vois on est en train d'envoyer un effet là de M. Mbosso pour essayer un peu de salir l'image du président Bahati, pendant que les faits sont là, sont très clairs. Bahati a travaillé. Il a travaillé, il a prouvé de quoi est-ce qu'il est capable. Donc nous ne sommes pas dans ça, nous sommes dans les faits clairs, authentiques. On nous dit ici, évolution de la rémunération du personnel administratif du Sénat. Parce que le président Bahati est arrivé au Sénat en 2021. Il faudrait le rappeler. Il n'a pas fait 5 ans. Il faudrait le rappeler. À son arrivée, il a amélioré les choses. Et donc, fonction, secrétaire général, février 2021, le secrétaire général avait 9 128 940 francs congolais. En mars 2021, il monte à 9 833 940 francs congolais. En janvier 2022, ça s'améliore encore à 12 millions de francs congolais. En juillet 2022 jusqu'à ce jour, un secrétaire général au Sénat a 15 876 500 francs congolais. Directeur, ainsi de suite, ça remonte, ça descend. Le dernier gradé au niveau du Sénat, jusque vers le mois de mars, avait 1 248 235 francs congolais. Oui, là c'est AA1. Si nous allons par exemple, un chef de bureau au Sénat avait en février 2021 1 561 079 francs congolais. En mars 2021, c'était allé vers 1 728 francs congolais. En janvier 2022, c'était déjà 3 26 121 francs congolais. Et juillet 2022, en ce jour, un chef de bureau a 5 862 486 francs congolais. Et donc ça veut dire tout simplement qu'il y a eu des améliorations. Il y a eu des améliorations favorables. Contrairement à un tableau ici, parce que nous voulons faire voir aux gens, parce qu'il y a de la diversion installée dans le chef de fonctionnement du président Mbosso, qui envoie des gens pour juste ternir l'image du président Bahati Lukwebo. Seulement pour rien comme ça, parce que nous ne savons pas pourquoi. Ils sont allés dans la diversion pendant que s'il y avait quelque chose qui a été dénoncé, il fallait seulement venir démentir. Ils ne sont pas venus démentir, ils sont allés dans la diversion. Pourquoi? Parce que ce que les gens ont dit de Mbosso est vrai, on ne peut pas démentir. Dans les machinations politiques, cherchant à débaucher certains députés nationaux ici, dans les mouvements politiques, dans le but de se pérenniser au perchoir de l'Assemblée nationale. Nous nous sommes dit que ça ne peut pas se faire. Le bureau de l'Assemblée nationale doit refléter l'esprit de l'Assemblée plénière. La première force politique doit occuper en réalité le perchoir de l'Assemblée nationale. Nous savons, c'est l'UDPS. La deuxième force politique, etc. Le président Bahati aujourd'hui a 36 députés nationaux, il a 78 députés nationaux et provinciaux, il a plusieurs conseillers municipaux. En quoi pourra-t-il envier le président? Je vais anticiper sur une question. Est-ce que vous avez brossé le profil du président Bahati de la société civile jusqu'à maintenant? Est-ce qu'on peut s'attendre un jour à avoir Bahati comme Premier ministre? Est-ce que c'est peut-être le poste où il n'a pas encore occupé jusqu'à présent? Il est au Sénat, plusieurs fois ministre. Est-ce que demain on peut s'attendre à un Bahati Premier ministre? Il le fera si bien, mais ça n'est pas son calcul en tout cas. Ça n'est pas son calcul. Jusque-là, il n'a pas un calcul qui pèse, ou soit qui répond sur une fonction. Il n'a pas encore ces calculs. Pour vous, dans le contexte tout sera géré au niveau des lions sacrés. Le profil, c'est vrai que vous êtes éducateur de l'union sacrée. Le profil actuel, il peut être comment du Premier ministre? Parce que maintenant, nous avons besoin de l'unité au pays. Nous avons besoin d'aller de l'avant. Vous avez épinglé des évolutions au niveau du Sénat, où il y a eu de l'augmentation des primes, des salaires, tout et tout. Mais il faut dire que au niveau des populations, ils attendent aussi de voir ces améliorations. Est-ce que pour vous, le profil du Premier ministre peut être comment? De la même manière que le président Bahati l'a fait au Sénat, d'autres ministres sectoriels dans différents domaines, différents secteurs de la vie nationale peuvent aussi le faire. Il suffit d'avoir une volonté. Parce que même les fonctionnaires ou les agents là, les administratifs, c'est aussi ça la population. Derrière, et ils ont une famille qui sont nourris par eux.
qui sont appuyés par eux, qui sont soutenus par eux. Et donc, ça veut dire tout simplement que c'est question d'une très bonne volonté politique. Moi, je crois les profils exacts pour le prochain Premier ministre, c'est vraiment, ça doit venir de notre système politique Union Sacrée la Nation, mais il faudrait que ça soit quelqu'un de bien rodé, quelqu'un de non conflictuel, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui est bourré de talent, quelqu'un qui maîtrise les rouages, les rouages économiques, voilà. Quelqu'un qui maîtrise bien les finances, quelqu'un qui a fait preuve déjà de ses prouesses là où il est passé, que ce ne soit pas quelqu'un qui a par exemple des dossiers sales, des antécédents avec la justice. Des antécédents dans la justice, c'est cela, parce qu'il y a aussi la clameur publique. Hein? Ouais. Et donc ça doit être quelqu'un de modèle, quelqu'un d'exemple. Ça doit être un rassembleur. Oui, qu'on ne fasse pas les histoires comme si on essayait, on tâtonnait, et ça ne sera pas bien. Une question un peu personnelle. Je voudrais terminer. revenir pour faire cette petite étude comparative du Sénat et de l'Assemblée nationale. Okay. Pour prouver aux téléspectateurs qui nous suivent et à tout le monde qui est en train de nous suivre ici, même sur YouTube, qu'il n'y a pas match. Que tout ce qui est en train d'être relaté là par le neveu de M. Mbosso pour ternir l'image du président Bahati, c'est noir, c'est entre la nuit et la jour. Donc, le président Bahati a sérieusement travaillé au niveau du Sénat. Alors, vous voyez ici, le directeur au niveau de l'Assemblée nationale a 459 millions, plutôt à 4 millions 590 000 francs congolais. Je dis bien directeur au niveau de l'Assemblée nationale à 4 590 000 francs congolais. Mais un directeur au niveau du Sénat, 7 693 046 francs congolais. Il y a un écart de 3 103 046 francs congolais. C'est la même chose avec le secrétaire général qui au niveau de l'Assemblée nationale a 7 559 158 francs congolais. Mais au niveau du Sénat, il a 15 870 On va aller vite. 500 On va aller vite. Un écart de 8 117 340 francs congolais. On va aller vite parce qu'on fait signe que nous arrivons pratiquement vers la fin. Mais seulement nous allons demander à d'autres politiques qui sont dans des gestions de l'État puissent aussi faire combattre le Kwebo, puissent travailler. On retient quoi rapidement au niveau du Sénat? On retient quoi? Une gestion orthodoxe sous Bahati Lukwebo. Le syndicat l'a reconnu. Ce n'est plus quelque chose à en parler parce qu'aujourd'hui tout le monde a vu. Bahati a respecté la loi, il est resté respectueux de la loi. Il a démissionné conformément à la loi pour aller dans ses nouvelles fonctions de député national. Et donc c'est les profils qu'il faut même dans les têtes des institutions de notre pays. Il faut des gens capables à restaurer même l'image des institutions. Il faut des gens capables à booster même les choses dans un domaine donné. Merci M. Armand Moukoulou. Une petite dernière question parce que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Là, je m'adresse au Kinois que vous êtes. Bientôt, il y aura un nouveau gouverneur, des sénateurs. Pour vous, au niveau de Kinshasa, nous allons parler du profil au niveau de la primature du Sénat, de l'Assemblée nationale, et au niveau de Kinshasa, cette grande ville, le set des institutions. Il y a déjà des députés provinciaux qui se l'ont fait comment? Je voudrais sensibiliser et conscientiser tous les députés provinciaux qui iront au vote pour élire cette fois-ci un nouveau gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Kinshasa, c'est notre miroir, c'est la capitale politique, la capitale institutionnelle de la République démocratique du Congo. Il ne faudrait pas que nous puissions tomber dans les mêmes erreurs. Nous devons corriger les erreurs du passé comme le chef de l'État l'a dit et consolider les acquis. Les acquis à Kinshasa, je vous dirais clairement, il n'y en a pas. Ngobila a échoué lamentablement. Ça, je dois vous le dire. Par la gestion de la ville. Lamentablement. Il n'y a aucune incitation, il n'y a aucune estimation des indicateurs pouvant peut-être nous prouver ou bien couvrir Ngobila dans tel domaine. Non. Ngobila a échoué. Il faut faire un choix judiciaire cette fois-ci, que ce soit quelqu'un de compétences, quelqu'un de valeur, quelqu'un qui connaît Kinshasa,
Quelqu'un qui ne viendra pas pour courir derrière des dossiers, pour se faire milliardaire, pour se faire millionnaire. Alors que la ville quelqu'un qui va booster Kinshasa, quelqu'un qui va reconstruire la ville ouest de Kinshasa. Il faut que ce soit la personne qui va amener une nouvelle architecture pour la ville ouest de Kinshasa. La personne qui va amener des bons projets pour la ville ouest de Kinshasa. Quelqu'un qui va amener des réformes pour la ville ouest de Kinshasa. Quelqu'un qui va lutter contre l'insécurité. C'est lui qui va créer de l'emploi pour la ville ouest de Kinshasa. C'est lui qui va non seulement prendre des taxes et puis en faire, en taper, mettre dans la poche, mais des gens qui viendront, quelqu'un qui va aussi imprimer un nouveau gouvernement provincial qui répondra à la vision surtout du président de la République. Très important, très important. Merci beaucoup, M. Armand Moukoulou. Je rappelle que vous êtes une personnalité politique et communicateur au sein de l'Union Sacrée. Vous avez remarqué une courée derrière le temps, il y a beaucoup de choses à dire. Exactement. Mais nous allons revenir incessamment. Nous avons parlé de la guerre de l'Est. Nous avons parlé de la démission de quelques membres du gouvernement. Nous avons parlé pratiquement du travail abattu par le président du Sénat, M. le président Bahati. Et aussi nous avons parlé, même si c'était court, de la ville province de Kinshasa. J'ai senti votre volonté de vouloir faire changer les choses. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Vous avez un mot de la fin rapidement? Oui, un mot de la fin. Je voudrais juste préciser ici, parce que, vous savez, dans ce que nous faisons, il faudrait des fois savoir rendre aussi compte à ceux qui nous suivent. Bien sûr. Le syndicat du Sénat nous dit ceci. Ça, c'est un document officiel. Je crois on peut balancer ça. Je crois. Le syndicat du Sénat nous dit ceci. Ça, c'est la représentation. Rapidement, ça, vous arrivez pratiquement à la fin. Nous dit ceci. Remerciements à l'honorable président du Sénat, honorable membre du bureau du Sénat, monsieur le secrétaire général du Sénat, tous au palais du peuple. Honorable président, en ce moment où nous nous approchons lentement mais sûrement... Allez-y pour les acquis rapidement. Les acquis. Enfin, depuis que vous présidez aux destinées du Sénat, l'administration, loin de faire un bilan exhaustif, salue notamment les acquis suivants. Primo, l'accroissement sensible de la rémunération de tous les agents. Ça, c'est le syndicat qui l'a dit. Rapidement, ça, vous allez pratiquement à la fin. 2. Secondo, la prise en charge médicale avec octroi de médicaments. Alors, tertio, donc 3. L'érection des bureaux supplémentaires, des réformes. 5. Le rajeunissement de l'administration du Sénat par l'admission sous statut et la mécanisation de tous les agents. 5. La régularisation des dossiers administratifs, vivant ainsi l'épineux problème des agents du MI, nouvelle unité. Nous osons croire que le bureau qui succédera au va maintenir ces rythmes d'amélioration des conditions socio-professionnelles des agents du Sénat. Et à la fin, ils ont souhaité plein succès dans vos nouvelles fonctions. Pour ne parler que de ça. Signé Eric Kisampo Lula, rapporteur, et puis François Mpoutou-Bonia, président, pour la délégation syndicale du Sénat. Et donc, lorsque vous voyez une délégation syndicale d'une institution comme le Sénat, écrit officiellement, c'est-à-dire qu'ils ont été touchés par les bienfaits des bâtiments au Sénat. Et donc, je dirais, c'est aussi ça l'exemple. Les autres peuvent suivre aussi cet exemple-là. Merci, le message est passé, M. Armand, sans arriver à la fin. Merci à la grande équipe technique Kouparbola. Merci à toi, l'invincible Freddy Takidi. Merci à vous aussi, M. Armand Moukoulou, parce que c'est que vous avez un temps assez compliqué. Très chargé. La rediffusion de cette émission, c'est le vendredi à 8h30, mais l'émission est sur le net déjà. Kanakine Télévision, merci à tous les internautes. Les questions, écrivez comme d'habitude, je vais les renvoyer à M. Armand. Peut-être dans 2 semaines, il faudra revenir pour d'autres sujets d'actualité. C'est à moi de vous remercier. Je vous remercie et puis je remercie l'ensemble de l'équipe technique qui m'a très bien réussi. Je sens vraiment du professionnalisme. Merci beaucoup. Je vous remercie. Allez, c'en est fini pour ce soir. Je vous dis merci. Faites confiance à Kanakine Télévision, la télé-vérité. Moi, je vous dis bye bye.